Bonjour, vous êtes Patrick Baudry, vous avez participé à divers programmes spatiaux soviétiques et américains. Est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux expériences qui vous ont marqué dans votre carrière d'astronaute? Au point de vue mesure, moi ce qui m'a beaucoup frappé dans le système soviétique d'alors, c'est que notre position par rapport à la Terre, on la connaissait à l'aide d'un instrument qui s'appelle Globus, qui était dans le Soyouz, dans le vaisseau spatial Soyouz, et qui était ni plus ni moins qu'un système d'horlogerie, une Terre qui tournait avec un point fixe. Et donc on savait qu'on était au-dessus de l'Afrique, au-dessus de... C'était... Et puis on avait une horloge qu'on entendait qui faisait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ce qui est très important, parce que lorsqu'elle s'arrêtait, on savait aussitôt qu'on avait une panne importante électrique. Donc chez les soviétiques, c'était des systèmes extrêmement efficaces, mais par certains aspects très rudimentaires, disons, robustes et efficaces donc. Alors que du côté américain, bon, la navette en était à ses premiers vols. La navette, c'était le vaisseau spatial de l'avenir, en même temps que la révolution de cette époque. Et c'est vrai que c'était un engin absolument fabuleux et extrêmement complexe, ce qui fait que là, les mesures intervenaient. Je dirais que si dans le Soyouz, il y avait à peu près 500, 550 points de mesure, différents aspects, température, pression, etc., sur la navette, c'était quelques milliers. Et pour vous dire à quel point tout cela a évolué, sur nos Airbus, quand on faisait des vols d'essai, c'était plusieurs centaines de milliers de points de mesure en temps réel à chaque moment du vol qui était enregistré. Donc la mesure, c'est finalement au cœur de l'évolution technologique et dans les engins les plus sophistiqués, bien sûr, elle a une importance extraordinaire. Et justement, pour la mesure, est-ce que les capteurs ou l'instrumentation qui est embarquée dans les navettes ou les aéronefs, quel est votre rôle? Est-ce que pour vous, vous avez un rôle de visualisation, de contrôle, ou c'est des mesures qui sont récupérées de façon automatique et pour lesquelles vous n'avez pas de rôle à jouer, de décision à jouer? Alors, dans la navette spatiale américaine, c'est déjà un véhicule habité extrêmement complexe. Et donc l'interface homme-machine est conçue de telle sorte qu'il y ait une bonne digestion des différentes mesures. On peut évidemment pas surveiller tous les paramètres de la navette. Et c'est pour ça, je dirais que c'est à cette époque, finalement, dans les années 80, que l'interface homme-machine a pris une importance de plus en plus grande et aujourd'hui qu'elle devient fondamentale dans la philosophie même du pilotage et du contrôle des véhicules de transport habités, quels qu'ils soient. Alors, pour en revenir à la navette, vous savez, la navette, j'y ai trouvé à peu près la technologie qu'on pouvait trouver dans Concorde. C'est-à-dire qu'il y avait une évolution de la présentation des paramètres à l'équipage à mi-chemin entre une digestion totale et une semi-digestion. C'est-à-dire que ce qui était présenté, c'était la limite de ce qu'un opérateur humain peut appréhender et contrôler. À cette époque, on essayait vraiment de présenter d'une manière compréhensible et digeste le maximum de paramètres aux membres de l'équipage de conduite du véhicule spatial, alors que depuis, on a quand même évolué largement, même, je vois dans nos avions, c'est pareil dans les vaisseaux spatiaux, tous les paramètres ne sont pas présentés, bien sûr, ils ne sont présentés que quand il est nécessaire que l'équipage en ait une vision directe et précise, c'est-à-dire en cas de panne ou autre. En fait, il y a une plus grande synthétisation et consolidation des données. Alors qu'auparavant, vous aviez beaucoup de paramètres à visualiser qui n'étaient pas tous importants à tous les instants ou toutes les étapes du vol. D'accord. Finalement, qui n'était pas assez différencié. Finalement, la pression d'huile d'un réacteur à certains niveaux, à certains paliers, elle n'a aucune importance tant qu'elle est bonne. Donc savoir qu'il y a 250 PSI sur tel palier de l'arbre du réacteur, ça n'a aucune importance. En revanche, ce qui est important, c'est quand elle commence à sortir de ses normes d'utilisation, de savoir de quelle manière elle évolue et de manière à prévoir jusqu'où elle va évoluer.
Voyez, donc aujourd'hui, on a une grande intelligence dans la présentation des paramètres. Là, je parle toujours des véhicules habités, que ce soit des véhicules spatiaux, que ce soit des avions, ou que ce soit même des autobus, de manière à ce que l'opérateur humain ait le maximum de capacité, de raisonnement et de compréhension face à un problème technique qui peut se poser. Et est-ce qu'à l'époque où vous avez volé dans les programmes soviétiques et puis américains, est-ce qu'il y avait beaucoup de logiciels qui étaient embarqués dans les navettes, ou c'était vraiment encore des écrans LCD couleur ou noir et blanc qui prédominaient? C'était plutôt les écrans LCD noir et blanc, notamment dans le Soyouz. Il y avait essentiellement un tube de cette dimension, vous voyez, où était présenté le maximum de choses. Donc c'était vraiment rudimentaire. L'intelligence, enfin la capacité informatique embarquée à bord du Soyouz T à cette époque, elle était largement inférieure au Mac ou au PC que j'utilise tous les jours, largement, de plusieurs ordres de grandeur. Alors que sur la navette, mais le Soyouz, lui, est un vaisseau spatial qui a été conçu. Non, mais il a été conçu dans les années 50. Il a été développé dans les années 60. Dans les années 70, et le Soyouz T dont je parle, le T, c'était parce que c'était déjà un véhicule spatial assez informatisé, entre guillemets, mais avec des ordinateurs extrêmement rudimentaires à l'époque, qui avaient très peu de capacité. Alors que la navette, c'est déjà la génération suivante, mais néanmoins, à bord de la navette, la capacité informatique embarquée, elle était même pas de l'ordre de mon PC actuel. C'était le début des années 80, la navette elle était conçue dans les années 70. Alors tout ça s'est accéléré très rapidement, mais ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que à bord d'un véhicule volant, et a fortiori à bord d'un véhicule spatial, la robustesse est extrêmement importante. On ne peut pas se permettre d'avoir un bug toutes les heures, toutes les 10 minutes, c'est quelque chose d'exclu. Donc avant de passer à une génération plus évoluée sur le plan informatique, on fait justement... Voilà, il faut vraiment que les technologies largement fait ses preuves, largement. C'est pour ça qu'on est toujours étonné quand on regarde la capacité informatique embarquée à bord d'un aéronef, de constater qu'elle est loin du savoir-faire de la même époque. Et là, on parlait un peu de l'instrumentation qui permettait d'assurer des vols dans des bonnes conditions. Et est-ce que vous avez mené des expériences qui avaient des rapports avec l'instrumentation ou les mesures lors de vos campagnes spatiales? Et est-ce que vous avez un exemple de ces expérimentations qui auraient pu évoluer vers des applications dans le civil, ou en tout cas qui ont contribué à les améliorer? Et quelles étaient ces améliorations? Oui, tout à fait, parce que à l'époque du début, disons, des vols spatiaux des années 70-80, on cherchait à comprendre, par exemple, l'adaptation physiologique humaine aux conditions d'apesanteur, aux conditions spatiales. Et donc, il a fallu développer, ça a été fait d'ailleurs par des scientifiques français, des instruments qui permettaient de tracer une cartographie de la circulation sanguine, par exemple, dans le corps humain. Et pour ça, on a développé un échographe Doppler qui a été miniaturisé par rapport à ce qui existait à l'époque. On trouvait que dans les hôpitaux, vous voyez, que dans les centres hospitaliers importants. Donc il a fallu miniaturiser et rendre beaucoup plus robuste de manière à supporter les contraintes liées au lancement et à la vie dans l'espace. Donc ça fait vraiment progresser ces technologies d'une manière considérable, de manière à les faire arriver beaucoup plus vite dans l'utilisation, je dirais, quotidienne et normale de notre vie, puisque maintenant on trouve des instruments échographes Doppler chez les généralistes. Enfin, ça s'est vraiment banalisé dans le bon sens du terme. Donc l'instrumentation a progressé en partie, et en tout cas dans certains domaines, grâce aux expériences menées dans l'espace. Oui, absolument. Le fait d'avoir un objectif un petit peu difficile, ça permet de développer des technologies beaucoup plus rapidement que quand on fait finalement toujours la même chose, où là on ne progresse pas du tout, ou quand on progresse très lentement. Pour l'espace, il a toujours fallu développer, faire évoluer des technologies beaucoup plus rapidement que si on s'était attaqué à des objectifs plus simples sur Terre.
Pour terminer, une dernière question. On parle beaucoup d'automatisme, en tout cas nous on traite d'automatisme dans notre revue, bon, l'automatisme et l'instrumentation. Est-ce que la machine et les automatismes aujourd'hui rendent malgré tout subsidiaire la présence de personnel dans les navettes spatiales? Alors l'automatisme et l'opérateur humain, ça c'est la question qui se posait il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, aujourd'hui et qui se posera demain. Ce n'est pas du tout antinomique. Les automatismes nous permettent de faire des choses beaucoup plus performantes que ce n'était le cas avant. Toute opération qui peut être automatisée doit l'être. Parce qu'à partir du moment où on l'automatise, elle devient plus fiable. Donc plus de risque d'erreur humaine, bien sûr. Et surtout, le processus va jusqu'au bout parce qu'il est complètement modélisé. Il y a également des lieux où l'homme ne peut pas accéder et où on envoie des sondes, donc qui sont en fait des automatismes, hein, des machines automatiques qui permettent de ramener des données qu'on est absolument incapable de ramener par être humain interposé. Donc là, c'est l'autre extrême, les lieux ou des endroits où il fait très, très chaud, des endroits où il fait très froid, des endroits où il y a des pressions portables pour l'être humain. Là, l'automate est roi et permet de faire des choses. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y aura des lieux et des opérations, des lieux très très éloignés et des opérations extrêmement complexes qu'il faudra remodéliser in situ, parce que leur éloignement sera tel qu'on ne pourra pas remodéliser par télémétrie. Hein. Et à ce moment-là, l'opérateur humain sera fondamental. Et il faudra qu'il ait à sa disposition des automates performants, robustes, et qui puissent remodéliser en quelque sorte, reprogrammer pour apporter les modifications nécessaires en fonction de la réalité trouvée ou des pannes rencontrées. Donc il n'y a pas du tout d'antinomie entre l'opérateur humain et l'automatisme. Moi j'ai toujours considéré les automatismes comme justement une manière d'améliorer nos performances globales, opérateur humain ou pas. Et tout le problème, un des problèmes extrêmement intéressants, c'est justement d'arriver à bien équilibrer tout cela, c'est-à-dire n'utiliser l'homme que quand il est réellement indispensable, élaborer des automatismes qui soient adaptés et gérables par l'être humain, et puis concevoir des automates extrêmement performants quand on ne peut pas envoyer l'être humain, et que ces automates résistent bien sûr à toutes les contraintes dans lesquelles on les place, et en même temps est une capacité de modification qui permettent de les adapter à au moins ce que l'on peut prévoir. Donc c'est un domaine extrêmement intéressant, je pense le plus intéressant, et qu'il demeurera, parce que également l'automate, il faut bien comprendre qu'il n'y a que lui qui peut performer dans un milieu où le nombre de paramètres donc de mesure est trop important pour un être humain. Donc il faut prédigérer et comme je disais tout à l'heure, il faut faire accomplir les tâches les plus modélisables par un automate au lieu de faire perdre du temps à l'être humain qui lui peut avoir un rôle un peu supérieur entre guillemets. En fait, l'astronaute ou le pilote sera toujours le chef d'orchestre et le superviseur des opérations, et qui seront son rôle sera allégé, si on peut dire, par des machines et des automates qui prendront en charge des processus répétitifs ou qui nécessitent des grandes ressources de calcul ou d'analyse. Parfait. Bah, écoutez, Patrick Baudry, on vous remercie pour nous avoir partagé votre expérience sur ce que vous avez connu dans le domaine de l'aérospatiale et notamment sur quelques petits points concernant l'instrumentation et l'automatisme. Merci à vous.